Lorsque l'on entend le nom turc, ou encore turcique, ce qui nous vient immédiatement à l'esprit est Istanbul, les rives du Bosphore, le peuple turc et sa langue, le turc. Le monde turcique est cependant bien plus vaste. Il s'étend de l'Europe de l'Est à la Sibérie, en passant par les Balkans et la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Turkestan oriental, ce dernier étant situé en Chine, le Kyrgyzstan et le Kazakhstan. Enfin, la Fédération de Russie compte plusieurs républiques de langue turcique comme, entre autres, le Tatarstan et la Tchouvachie. Des peuples turciques vivent aussi en Sibérie comme les Yakoutes ou les Touvins. La famille turcique est parfois rattachée aux langues toungouzes, mongoles, japoniques et aux coréens au sein de la famille très controversée dite altaïque. Les langues altaïques sont de moins en moins acceptées comme une famille génétique par les linguistes qui préfèrent considérer ce groupe comme une Sprachbund, c'est-à-dire des langues et des groupes de langues géographiquement voisines et dont les traits communs sont imputés à des emprunts dus à d'importants contacts linguistiques. Les langues turciques se divisent en deux branches principales. Les langues ogours, d'une part, qui comprennent le proto-bulgare, langue parlée en Europe de l'Est avant la slavisation des Bulgares, le tchouvache, langue parlée en République de Tchouvachie en Russie, et possiblement le khazar, langue éteinte au XIIIe siècle et dont le rattachement à la branche ougour est encore discuté. La branche dite du turcique commun comporte différents sous-groupes. Le groupe ogouze avec entre autres le turc, qui est la langue turcique la plus parlée avec 90 millions de locuteurs. L'azerbaïdjanais, le turkmène, le groupe argou, dont le seul représentant est le khalaj, le groupe karlouk avec principalement l'ouzbek et l'ouïghour, le groupe kiptchak avec le kirghize, le kazakh et le tatar de Kazan, les langues sibériennes sud notamment avec le yakoute et le dolgan, et enfin les langues sibériennes nord qui comportent par exemple le touvain et l'altaï. Ces groupes de langues sont également désignés par leur position géographique, à savoir le groupe sud-ouest soit le groupe ogouze, le groupe sud-est soit le groupe karlouk, le groupe nord-ouest soit le groupe kiptchak, et enfin le groupe nord-est qui représente les langues sibériennes. Ce que l'on appelle vieux turcique ou vieux turc désigne un ensemble de divers corpus qui recouvrent une période allant du 8e siècle au 13e siècle. La variété que nous étudierons, le turcique de l'Orkhon, remonte au 8e siècle. Le classement du turcique de l'Orkhon a souvent fait débat. S'il ne fait aucun doute que cette langue appartient à la branche du turcique commun et non à celle de l'ogour, son caractère hétérogène et la présence d'éléments appartenant tantôt à l'ogouze, tantôt au karlouk ou au kipchak rend son classement difficile. Certains auteurs s'accordent à dire que le turcique de l'Orkhon est une variété typologiquement assez proche du turcique commun. Avec le vieil ouïghour parlé durant le khaganat ouïghour, le turcique de l'Orkhon fait ainsi partie des traces écrites les plus anciennes du turcique. Les inscriptions qui relatent les hauts faits d'armes des Turcs sont écrites dans un alphabet dit runiforme. En effet, leurs formes ne sont pas sans rappeler les runes germaniques. L'alphabet de l'Orkhon est un système non cursif qui s'écrit de droite à gauche. La similarité de certains caractères uniformes avec ceux des alphabets sémitiques anciens suggère que ces derniers étaient connus par les auteurs. Cet alphabet se caractérise par une série de caractères binaires qui tient compte de l'harmonie vocalique de la langue. C'est cet ingénieux système d'écriture qui permettra aux Turcs de raconter les glorieuses batailles de leurs contemporains. La grammaire du turcique de l'Orkhon ne sera pas étrangère à ceux qui maîtrisent déjà une langue turcique. Les langues turciques étant stables, on retrouve en vieux turcique des éléments très familiers aux langues modernes. Le turcique de l'Orkhon est une langue de type sujet, objet, verbe et dont la morphologie est agglutinante. La langue possède 12 cas grammaticaux contre 6 en turc. La phonologie du vieux turcique est un système à 4 dimensions qui oppose voyelles antérieures et postérieures, voyelles fermées et ouvertes, voyelles arrondies et voyelles non arrondies, et enfin, voyelles courtes et voyelles longues.
La phonologie de la langue est aussi caractérisée par la présence de l'harmonie vocalique et de l'harmonie consonantique, qui sont des phénomènes par lesquels la forme phonologique d'un suffixe est assimilée à la forme phonologique du thème auquel ils sont suffixés. Par exemple, le suffixe L, voyelle G. On peut observer dans le tableau suivant que la forme du suffixe est assimilée à la racine. Le suffixe voit non seulement sa voyelle, mais aussi sa consonne finale se transformer pour le nom at, qui signifie nom ou titre. La voyelle du suffixe est non arrondie, antérieure fermée, et la consonne finale est non voisée, ce qui donne atlr, qui veut dire noble, alors que pour le nom il, qui signifie pays, la voyelle toujours non arrondie est postérieure et la consonne finale voisée. Par exemple, ellig, qui signifie qui a un pays. Dans le dernier exemple, avec le nom tugun qui signifie nœud, la voyelle est arrondie, donnant tugunlug qui signifie noué. Les gens qui connaissent le turc connaissent également la particule interrogative qui permet de marquer l'interrogation. Par exemple, dans la phrase « Gitti mi ?» Cette dernière est également présente en vieux turcique. Cependant, il existe deux particules qui ne sont pas connues des langues contemporaines. La particule emphatique ok et la particule rhétorique gu. La particule emphatique permet de marquer l'emphase sur le mot auquel elle succède. Il existe d'autres particules emphatiques en vieux turcique, mais le turcique de leur code emploie particulièrement la particule ok. Enfin, la particule rhétorique est une particule interrogative, mais dont la réponse à la question ne peut être que non. Bu sabunda ikit barqu. En 552, Bumin Kagan conquiert la Mongolie et y instaure la première dynastie turque connue dans l'histoire. Son territoire s'étend de l'Altaï à la muraille de Chine. Il fonde ainsi l'empire Gökturk. Son frère, Istemi Kagan, étendra son territoire plus à l'ouest jusqu'en Sogdiane, territoire situé à cheval entre les actuels Afghanistan, Ouzbékistan et Tadjikistan. À cette époque, les peuples turcs commencent à tisser des liens étroits avec les peuples iraniens. Une alliance naît alors entre les Perses sassanides et les Turcs pour combattre les Hephthalites, également appelés les Huns blancs. Suite à la défaite des Huns blancs, les Turcs s'allient avec les Byzantins et entrent en guerre contre les Perses sans résultat. Entre 630 et 680, les Turcs subissent plusieurs autres défaites militaires. Ces défaites les conduisent à se soumettre aux Chinois qui étendent leur territoire sur presque toute l'Asie centrale. C'est à partir de cette époque que commence le récit relaté dans les inscriptions de Költekin, évoquant la reconquête d'Elterish Kagan, père de Bilge Kagan. Aux côtés de Tonyukuk, Elterish Kagan se lance dans la reconquête de son territoire, rend son indépendance au peuple turc et fonde le second empire Gökturk. Lilara vous invite à découvrir la variété connue la plus ancienne du turcique à travers l'étude de récits épiques qui relatent les guerres qui secouèrent une partie de l'Asie durant le 8e siècle. Découvrez avec nous le turcique de l'Orkhon, son alphabet et l'histoire que cette langue permet de nous apprendre. Bienvenue à Lilara.